Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil municipal. Donc, avant de commencer l'ordre du jour, je propose donc à Julie, notre secrétaire de séance, je lui propose de bien vouloir faire l'appel. Bonsoir à tous. Monsieur Charles-Alexandre Prokopovitch, Monsieur Christophe Anck, Madame Agnès Lelanic, Monsieur Conrad Valran, Madame Zora El-Basri, Monsieur François Mortier, Madame Nathalie Pastoretop, Monsieur Thierry Lemans, Madame Marie-France Seyss, Monsieur Philippe de Bruyl, Madame Irène Ferranc, Monsieur Jean-Claude Gavrin, Madame Pascale de Metz a donné pouvoir à Madame Marie-France Seyss, Madame Manuela de Freitas, Madame Marie-Christine Prokopovitch, Madame Valérie Selos, Madame Tecla Ménager, Monsieur Nicolas Ledru, Monsieur Marco Gigante a donné pouvoir à Monsieur Gaëtan Jeanne, Monsieur François Desbouvry, Monsieur Gilbert Amblot a donné pouvoir à Monsieur François Mortier, Monsieur Francis Pilois, Madame Séverine Rasson a donné pouvoir à Madame Marie-Christine Prokopovitch, Monsieur Amaury Medji, Madame Maryse Legault, Madame Claude Prince a donné pouvoir à Monsieur Thierry Lemans, Monsieur Gaëtan Jeanne, Monsieur Francis Mélager, Madame Mélanie Vanov, Monsieur Francis Landré, Madame Janine Desmulliers et Monsieur Frédéric Powell a donné pouvoir à Madame Mélanie Vanov. Merci beaucoup. Si certaines personnes ne sont pas là ce soir, c'est aussi pour des raisons de santé. On pense à nos collègues du conseil municipal. Pour commencer ce conseil, je tiens à vous faire part de deux décès, de mauvaises nouvelles, de l'issue connue de tous. Celle de M. Popelier, personne très investie dans le club de l'Avant-Garde. Et je souhaite aussi évoquer la mémoire de M. Jacques Van der Weg, qui était conseiller municipal pendant 2 mandats, élu avec Daniel Chabas, donc de 1995 à 2008. Il était très souvent dans des manifestations sportives et il se préoccupait beaucoup des questions d'enseignement. Il avait même été très investi dans les associations de parents d'élèves du collège Saint-Joseph. Et c'est aussi un membre historique de l'Union pour les Lissois. Je vous invite donc à observer 1 minute de silence pour ces deux personnes. Je vous remercie. Sans transition, je tiens à vous faire part d'une bonne nouvelle. Récemment, nous avons appris par courrier de la préfecture du Nord que la ville de Lys-et-Lannoy venait d'obtenir une subvention de 444 377 € pour l'école Paul Bert, l'école maternelle. Donc, ce qui porte l'ensemble des subventions pour le grand projet Paul Bert, qui est le projet de la décennie, voire bien au-delà pour notre commune, à un total de subventions d'un peu plus d'1,3 million, soit environ 15% du montant initial du projet. C'est un bon chiffre, mais on peut quand même noter ici une participation timide de l'État dans des compétences qui sont extrêmement importantes, à savoir l'éducation nationale, la participation à l'investissement et au soutien aux collectivités. Mais c'est toujours ça, et c'est l'occasion de remercier l'ensemble des personnes qui se sont investies dans ce dossier et qui continuent à s'investir, bien sûr, mais pour ces préparations de subventions, ce montage technique. Merci beaucoup aux élus et au personnel municipal. Ensuite, très récemment, nous avons lancé notre premier atelier participatif pour la maison d'Aluin. Premier atelier, donc la suite sera
sera bientôt lancé, sans doute pendant ou après les congés. On a sur le premier ressenti des membres de ces ateliers, c'est un ressenti extrêmement positif de leur part, tout comme l'ensemble du conseil municipal. Donc c'est un projet qui tient à cœur à ces personnes membres de ce comité et à eux aussi de proposer des choses pour que cela réussisse à plaire à tout le monde, et on n'en doute pas. Je tiens aussi à remercier les services pour l'organisation des futures élections de ces 2 week-ends prochains, dans un contexte sanitaire changeant. Voilà, tout à l'heure, on a appris des dernières nouvelles via la télévision, mais son habitude depuis plus d'un an, où le masque est obligatoire, ne l'est plus. Il n'est plus obligatoire en extérieur, sauf à certains endroits qui sont encore à préciser. Donc, j'ai demandé et on a demandé que une communication soit faite dès ce soir pour avertir les parents d'élèves que le masque reste obligatoire dans les cours d'école, mais également aux abords des écoles, aux heures d'entrée et de sortie des écoles, là où il y a une concentration du flux. Après, c'est vrai que quand il n'y a personne avenue Paul-Bert ou rue du Fresnoy, la personne seule peut bien sûr se balader sans masque, mais on doit, et sur le marché du vendredi, il y aura évidemment l'obligation de porter le masque vu qu'il y a une concentration de population. Voilà pour les déclarations liminaires. J'ai vu que M. Landré, vous souhaitiez poser une question, une réaction peut-être. Oui, bien Monsieur le maire, donc bonjour à tous. Monsieur le maire, par rapport à la subvention sur l'école maternelle Paul-Bert, alors je m'exprime au nom du groupe Agir Ensemble pour vous remercier d'avoir sollicité une demande de subvention pour la construction de cette école maternelle. Aujourd'hui, nous apprenons que les services de l'État y ont apporté une réponse positive. La décision de l'État, partenaire à l'écoute des communes, montre les bienfaits de la décentralisation. Cependant, à titre personnel, je tiens à porter à votre connaissance que j'étais mal à l'aise au sein des commissions ou dans cette assemblée quand vous teniez des propos acerbes et des jugements très critiques sur le fonctionnement et l'organisation de nos institutions ou de nos partenaires institutionnels. Ils sont très souvent des acteurs indispensables à la validation des projets envisagés par la ville et aussi à leur financement. Une mise en cause sur leur aptitude à répondre à nos demandes pourrait altérer un climat de confiance et rendre des relations plus tendues avec notre commune. Vous savez, Monsieur Landré, je ne suis pas le seul à penser que face à l'inefficacité de l'État aujourd'hui, seules les communes sont légitimes aux yeux de nos concitoyens pour agir. Oui, je dénonce aujourd'hui avec force les effets d'annonce de l'État en disant oui, il va y avoir un plan de soutien pour les établissements scolaires et pour la transition écologique, et on ne nous donne pas grand-chose. Après, peut-être que, outre Kiévrin, vous n'avez pas le même ressenti, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, les Français ont quand même du mal avec l'État et avec les décisions qui sont prises dans leur pays. Il y a quand même un ressenti, il y a une colère assez importante. Et malheureusement, les élus municipaux en sont un des thermomètres, et je peux vous assurer qu'en discutant avec pas mal d'élus de la commune, mais aussi des communes aux alentours, mon discours est partagé. Après, peut-être que moi j'ai un certain franc-parler et que je dis des choses que certaines personnes n'osent pas dire. Mais la bien-pensance, ça commence un petit peu à suffire. Je pense qu'un projet d'école, un projet de restauration scolaire, avec du bio, du local, avec une demande de fermeture de l'école maternelle, de l'économa et donc de la cuisine centrale, de la part des services de l'État, excusez-moi, c'est quand même pas normal de nous donner que 15% avec des politiques qui sont de l'État. De plus, et je sais de quelle commission vous faites référence, celle à laquelle je participe et j'ai l'honneur de présider, celle de la commission des finances et des ressources humaines notamment, je dénonçais ça par rapport... Mes propos étaient là par rapport à une délibération qu'on va passer lors de ce conseil pour la création d'un poste de directeur général des services. Parce que la préfecture, en ces temps calmes, paisibles, où tout se passe bien, va jusqu'à rechercher des délibérations de 1973 pour retrouver la création du poste de secrétaire général.
que si, on ne va pas aller jusqu'à défier l'État, il pourrait faire un déféré, sans aucun problème, que dans l'administration, pour une commune de plus de 10 000 habitants, le poste de directeur général des services est obligatoire. Mais entre 1973 et aujourd'hui, il y a eu plusieurs secrétaires généraux et plusieurs directeurs généraux des services. J'en compte 3, avant M. Guérouche. Et là, rien du tout. Donc vraiment, c'est que les services de l'État aujourd'hui, ils n'ont rien à faire pour aller jusqu'à chercher une délibération comme ça. On peut maintenant passer à l'ordre du jour. Parce que moi, quand j'ai des appels de riverains, parce qu'ils en ont marre d'une délinquance où il n'y a aucune action de l'État, où il y a des gens qui roulent comme des maboules dans l'avenue Paul-Bert, où on a les identités, où rien n'est fait, et on va nous chercher des libérations comme ça, à un moment, oui, l'État aujourd'hui est incapable de gérer certaines situations et ne sait pas, et ne sait qu'embêter les gens qui travaillent et qui avancent, et les collectivités qui agissent au quotidien pour leurs administrés. Bref, c'était un coup de colère, et c'est de votre faute, Monsieur Landré. Je vous remercie. Bon, passons aux finances. Première délibération, décision modificative de crédit. Approbation du procès-verbal de la séance précédente. Y a-t-il des questions, des remarques? Non. Je vous remercie. Donc, on peut le considérer comme adopté. Donc, décision modificative de crédit numéro 1. Donc, comme je l'ai dit en commission avant mon coup de sang, on va dire, la subvention de l'État, qui est minime par rapport à ce qu'il devrait nous donner, n'est pas incluse dans cette décision modificative. Elle sera incluse dans une décision modificative ultérieure, sans doute celle du Conseil du mois de septembre, voire décembre, s'il n'y a pas d'autres sujets pour cette commission. Donc, décision modificative de crédit qui, vous voyez les montants qui sont assez faibles. Pour les plus grandes sommes, ça concerne l'acquisition d'un logiciel pour le service de l'économa, donc la restauration municipale, pour la lutte contre le gaspillage alimentaire et le suivi et la traçabilité diététique des aliments. Voilà, je ne sais pas si... Je ne pense pas que ça n'a pas de question. Non, pas de question. Donc je vous propose donc de passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Modification du tableau des effectifs. Merci. Bonsoir à tous. Alors, comme à chaque conseil, nous avons une modification du tableau des effectifs en prévision des départs en retraite ou des mutations. Ce tableau a été modifié pour pouvoir y ajouter un poste d'auxiliaire de puériculture principale de 2e classe à temps complet, afin de remplacer un poste d'auxiliaire de puériculture 1re classe, un agent qui va réintégrer la fonction publique hospitalière. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ce tableau. S'il n'y a pas de questions, on peut donc passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Donc une délibération d'importance. Je ne dirais pas la délibération la plus importante parce que toutes délibérations ont leur importance, mais un changement suite à des demandes législatives et puis qui changera aussi le fonctionnement de nos services municipaux. Donc, je pense qu'il y a un temps de présentation qui va se dérouler dans quelques secondes. Alors, les 1607 heures, suite aux nouvelles réglementations, comme vient de vous le dire Monsieur le maire, qui concerne le décret du 25 août 2020, la commune est dans l'obligation de définir de nouvelles règles relatives au temps de travail. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 fixe la durée annuelle du travail à 1607 heures. À l'Islet-Lannoy,
la durée annuelle actuelle est de 1498 heures, soit un différentiel de 109 heures. Le choix de la municipalité a été fait de consulter les agents au travers d'un vote sur la nouvelle organisation du temps de travail, avec le souci de veiller au bien-être du personnel. Je tiens en premier lieu, avant de vous présenter le diaporama, à remercier l'ensemble des agents qui ont répondu à cette enquête, et tout particulièrement au service RH qui a fait un travail extraordinaire et qui a élaboré ce diaporama. Alors, sur la première slide, vous pouvez voir les garanties minimales du temps de travail. Donc là, c'est un cadre législatif où vous avez la loi, donc le temps de travail, la durée maximale hebdomadaire, la durée maximale quotidienne, le temps de repos minimum quotidien, le temps de repos minimum hebdomadaire, le temps de pause et la pause méridienne. On peut passer à la diaporama suivante, s'il vous plaît. Alors, le cadre réglementaire dans la fonction publique est de 365 jours, repos hebdomadaire de 104 jours. Nous avons 8 jours fériés, ce qui amène 25 jours de congés annuels. Et les jours travaillés par an sont de 228 jours, avec une journée de solidarité qui est cotée à 7 heures. Si vous faites le calcul, on arrive aux 1607 heures. Alors, avec cette modification des 35 heures, de 7 heures par jour, on a un nouveau terme est arrivé, ce sont les ARTT. ARTT, je pense que la plupart des gens connaissent. ARTT, c'est aménagement et réduction du temps de travail. Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse les 35 heures ou que la durée annuelle de travail dépasse les 1607 heures, les agents peuvent bénéficier des ARTT. Ces ARTT sont accordés au titre d'une année civile qui constitue un crédit ouvert au début de l'année et qui va être capitalisé jusqu'à la fin de l'année. Alors bien entendu, il y aura des ARTT qui seront défalqués en fonction des congés de maladie ordinaire, longue durée, y compris ceux qui vont résulter d'un accident de travail ou alors de congés, ce qu'on appelle les congés exceptionnels, des congés pour raison familiale, pour les congés paternité ou les congés maternité. Alors, les ARTT peuvent être posés librement sous réserve de l'accord du chef du service et pour favoriser le bon fonctionnement du service. Le cumul entre eux ou avec d'autres congés devra être géré en fonction des nécessités de service. Le chef de service veillera à l'étalement de la prise d'ARTT sur l'année en cours. Parce qu'effectivement, les agents qui vont prendre toutes leurs ARTT jusqu'au mois de mai, par exemple, s'ils sont malades sur le mois de novembre, ça va poser souci. Alors, sous peine d'être perdus, les ARTT peuvent être cumulés sur un compte épargne-temps. Alors, le temps de travail va générer aussi des jours de fractionnement. Des congés supplémentaires peuvent être attribués lorsque l'agent utilise des congés annuels en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Donc c'est défini un jour de congé supplémentaire si l'agent a pris 5, 6 ou 7 jours en dehors de cette période, ou 2 jours de congé supplémentaire lorsque l'agent a pris au moins 8 jours en dehors de la période, de la période estivale. Alors, les conséquences de ce temps de travail, ça va entraîner une réduction de congés annuels de 39 jours à 25 jours par an, mais il y aura des ARTT. Fixation de la durée hebdomadaire du travail à 35 heures par semaine, ou alors une fixation de la durée du travail à plus de 35 heures en semaine et attribution des ARTT.
Alors, comment on a fonctionné à l'Isle-et-la-Noix? Donc, il y a eu un état des lieux de l'organisation du temps de travail dans chaque service. Il y a eu un recueil des orientations, des souhaits au niveau de la municipalité. Il y a eu une information des agents et des propositions. Et ensuite, tout cela a été soumis au vote pour les agents. Le projet a été présenté en CT avec un recueil d'avis. Il y a une délibération qui vous est présentée aujourd'hui. Là, on est bien le 16 juin. Donc, après cette délibération, si c'est voté, il y aura une suite et il y aura une mise en œuvre. Alors, ce vote a proposé 3 alternatives. La première proposition, c'était de faire effectivement 35 heures par semaine, de garder les 25 jours de congé annuels et pas d'ARTT. La deuxième proposition, c'était de faire 37h30 par semaine avec 25 jours de congé et 15 jours d'ARTT. La troisième proposition, c'était de faire 38 heures par semaine avec 25 jours de congé et 18 jours d'ARTT. Les congés vont se poser en jours et les ARTT pourront se poser en heures. Ce qui veut dire que si un agent a le souhait de prendre quelques heures pour aller sur un examen médical ou parce qu'il a un rendez-vous, il ne sera pas obligé de prendre une journée d'ARTT ou une journée de congé. Alors, les choix ont été récoltés. Donc, on a eu 2 personnes qui ont choisi les 35 heures, 64 personnes qui ont choisi les 37h30 et 69 personnes qui ont choisi les 38 heures. Donc c'était quand même assez serré entre les 37h30 et les 38 heures, mais le choix s'est porté sur les 38 heures. Alors, les décisions. Donc on est sur 38 heures, la majorité a choisi 38 heures, donc ça va faire 25 jours de congé annuel et 18 jours d'ARTT. Donc il y aura forcément une augmentation de la plage horaire d'ouverture de la mairie de 35 heures à 36 heures. Mise en place d'horaires variables pour les agents administratifs de la mairie et possibilité de travailler le lundi. Les avantages, ce sera une souplesse qui sera appréciée au niveau des agents. Les inconvénients, ça va être un travail supplémentaire pour les chefs de service afin de pouvoir organiser au mieux les emplois du temps pour chacun, au service du public et pour le bien-être des agents. Alors, ensuite, on va vous présenter ce qui est, on va dire par pôle. Pour les agents de la mairie, il y aura possibilité d'ouverture le lundi avec des heures à récupérer dans la semaine, au plus tard dans les 15 jours. Donc, il n'y aura pas possibilité de cumuler des heures du 1er janvier au 31 décembre et d'arriver fin décembre à dire j'ai 60 heures de rec et j'aimerais prendre 60 heures de congé. Du mardi au vendredi, il y aura des plages fixes avec des présences obligatoires de 8h30 à 12h30. Le samedi, il y aura aussi des plages fixes de 8h30 à 12h30. Les horaires ne seront pas pareils pour tous les agents municipaux, les agents du centre technique municipal. Le travail étant organisé par équipe, les agents auront un planning fixe, soit du lundi au vendredi, soit du mardi au samedi midi. Les horaires vont être établis avec les chefs de service en fonction des besoins. Idem pour les agents de la police municipale et de la pépinière qui ont une continuité de service et avec des aménagements d'horaires qui sont un peu différents. Les agents de la bibliothèque et de la culture, c'est aussi un autre versant où il y a également une organisation par équipe. Il y aura un planning fixe du mardi au samedi et les horaires sont également en cours d'élaboration. Pour tout ce qui est restauration, ATSEM et entretien des écoles, on est dans la même problématique, c'est-à-dire chaque chef de service doit voir en fonction des nécessités de service. Là, sur les ATSEM comme sur les agents de la restauration, il y a une continuité de service, mais avec des aménagements lors des vacances scolaires.
lors des centres de loisirs. Donc effectivement, on aura aussi des discussions avec le chef de service. Pour le service des sports, on est sur la même problématique. Et pour les deux autres services qui nous restent, c'est-à-dire la résidence autonomie et le CCAS, ça va être discuté au conseil d'administration du CCAS. Merci pour votre attention. Alors, au vu de tout ce qui vous a été présenté sur ce diaporama, au vu de l'avis favorable du comité technique en date du 12 mai 2021, en vue de la commission du 5 juin, considérant le choix de la municipalité de consulter directement dans le cadre d'un vote les agents municipaux, considérant que le choix des agents s'est porté majoritairement sur le rythme hebdomadaire de travail des 38 heures, il est proposé au conseil municipal la modification de la durée hebdomadaire de travail à 38 heures par semaine. En fonction de leur situation, les agents bénéficieront d'un nombre de RTT afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale des 1607 heures. Il vous est proposé de voter cette délibération. Je ne sais pas s'il y a des questions. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les adjoints élus, mesdames, messieurs, bonsoir. En ce qui concerne le temps de travail légal de la fonction publique de 1707 heures par an, nous sommes ravis que, suite à une consultation du personnel, il y ait eu un consensus puisque le choix des agents s'est porté majoritairement sur 38 heures par semaine, soit une augmentation du rythme hebdomadaire de travail de 3 heures. Nous allons donc voter pour la modification de la durée hebdomadaire de travail à 38 heures et pour le nombre de jours d'aménagement et de réduction du temps de travail à RTT accordé en fonction de la situation des agents. Comme vous l'avez signalé en commission et vous l'avez repris, les agents pourront fractionner leur demande de congé et poser par exemple 1 heure et non une demi-journée de congé en cas de nécessité. Donc ces mesures vont aussi améliorer les conditions de travail du personnel. Néanmoins, nous avons 2 questions à vous poser. Les élus et le personnel sont au service de la population. Grâce à ces mesures et en vue de l'amélioration du service public, pouvez-vous nous dire si les plages d'ouverture pour accueil du public, que ce soit au CCAS, en mairie, à la bibliothèque, à la crèche, en police municipale et autres, seront élargies? En commission, vous avez évoqué quelques pistes, vous en avez repris certaines ici. On aimerait savoir qu'est-ce qui est prévu concernant l'ouverture plus importante des services accueillant les Lissois. Et la seconde question, nous jugeons qu'étant donné ce nombre d'heures, une nette diminution des heures supplémentaires est indispensable. Je pense que vous ne pouvez qu'être d'accord avec cette proposition. Donc voilà nos 2 questions, ouverture plus importante des services et heures supplémentaires. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer à l'envers, je vais répondre à la deuxième question. Effectivement, le fait de baisser les heures supplémentaires, oui, c'est déjà pour l'agent, c'est très bien parce que ça évite la fatigue. Et un peu à la fois, on y arrivera parce que je pense que les services ont beaucoup donné pendant cette période compliquée. Après, avec l'aménagement du temps de travail, je pense qu'il faut d'abord trouver un peu ces marques. Mais effectivement, les agents pourront poser leurs heures supplémentaires en fonction, bien sûr, de la continuité du service public et des besoins du service dans lequel ils sont affectés. Pour la première question, effectivement, quand je vous ai présenté le diaporama, on est aujourd'hui le 16 juin et nous allons voter cette délibération. Mais suite à cette délibération, il y aura une concertation avec chaque service et en fonction de l'aménagement des horaires on va dire de chaque équipe, on pourra envisager peut-être des ouvertures sur certains sites, des amplitudes un peu plus élargies. Mais effectivement, aujourd'hui, on peut pas
citer chaque service et puis dire, par exemple, la pépinière, elle ouvrira jusqu'à 19h ou elle ouvrira à 7h, sans connaître les spécificités de chaque unité. Mais nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour vous donner les informations et de vous concerter. Je vais apporter quand même deux, trois petites précisions. Les heures supplémentaires, oui, évidemment qu'il y aura une diminution d'heures supplémentaires. Je pense notamment pour les heures de certaines heures de la cuisine centrale quand ils commencent un peu plus tôt pour certains repas, évidemment. Par contre, il y a quand même des heures comme les heures d'astreinte quand ils sont appelés la nuit. Voilà, il y aura toujours des heures supplémentaires. On sera sur une diminution, sur une tendance de diminution. Et quelquefois, on a des festivités comme, par exemple, le 14 juillet. Quand il y a des heures supplémentaires le 14 juillet, on ne va pas recruter des personnes exprès pour une manifestation. Et il y a aussi la police municipale. Suivant les mouvements dans la police, on a besoin de donner des heures supplémentaires. Par exemple, si la France, et on l'espère tous, fait un très beau parcours, il y aura un peu plus d'heures supplémentaires pour la police municipale, surtout si ça va jusqu'en finale. Donc, et on l'espère, et à la victoire. Ensuite, pour les heures d'ouverture, il y a aussi tout un temps d'instruction. De dossiers. Ce matin, pas plus tard que ce matin, il y avait une réunion avec d'autres collègues sur les instructions d'urbanisme. Il y aura un temps d'instruction supplémentaire encore, donc ça permet aux services aussi de pouvoir avancer sur certains dossiers quand ce sont des services qui ont des délais d'instruction. Par contre, pour d'autres services, il est bien sûr qu'il y a des pistes qui sont à l'étude, mais on ne peut pas donner d'orientation quand on n'a pas encore eu le retour effectif avec tous les chefs de service pour ça. On souhaite encore mener une nouvelle consultation, et je tiens à le préciser et à insister dessus. On est sans doute la ville de Lys est sans doute l'une des seules communes à avoir consulter l'ensemble de ses agents sur l'organisation du temps de travail. Au niveau de la métropole, c'est pas du tout le modèle majoritaire, la consultation des agents. Souvent, les communes se sont arrêtées au CT et au CHSCT. Nous, on a posé directement la question aux agents. Voilà. En tout cas, merci pour ce très grand travail de la part des services et des élus, et une super coordination avec la direction générale des services pour faire avancer les choses le plus rapidement possible, et au service communication pour expliquer les choses aussi à tous les agents et réussir à aller quasiment au cas par cas. Ça, c'est une très belle prouesse. Donc, s'il n'y a pas de remarques, on peut passer au vote. Donc, qui vote contre, qui s'abstient, qui vote pour? Délibération adoptée à l'unanimité. Alors, pour moi, la dernière délibération qui est sans surprise, qui est la délibération qui va porter sur la création d'un poste de directeur général des services. Monsieur le maire vous a déjà présenté le contexte tout à l'heure. C'est suite à un courrier de la préfecture en date du 26 avril 2021 qui nous rappelle la nécessité de remplacer l'emploi de secrétaire général par celui de directeur général des services. Donc, si nous voulons garder M. Guérouche, nous pouvons voter cette délibération qui va autoriser M. le maire à régulariser et à confirmer l'existence au tableau des effectifs d'un emploi fonctionnel de directeur général des services d'une commune de 10 à 20 000 habitants. Cet emploi peut être pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière administrative par voie de détachement dans le respect des dispositions de l'article 53 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84. Et une prime de responsabilité peut être versée aux emplois de direction prévus au décret 88-631 du 6 mai 88, conformément à l'article 2 de ce même décret. Le taux individuel maximum est de 15% du traitement brut. Merci. Je ne vais pas faire de commentaires. On peut passer au vote, ou y a-t-il des questions? Monsieur Landré? Non? On peut passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Je vous remercie. L'occasion pour moi de remercier les directeurs généraux précédents, M. Coudron, M. Van Laerde et Mme Rasson, parce que même si c'était sur le tableau des effectifs, ils ont quand même fait du boulot. Hein, mais bon. Donc, création et adhésion à un groupement de commandes marché public de prestations d'assurance. Christophe Anc, Monsieur Anc. Bonsoir.
Donc, je vais vous présenter la délibération pour la création et l'adhésion à un groupement de commandes. Le marché public de prestations d'assurance de la mairie arrive à échéance le 31 décembre 2021. Afin de mutualiser les procédures de marché public, la ville de Lys-les-Lannoy et son CCS souhaitent élaborer un groupement de commandes pour les marchés d'assurance. Ce groupement de commandes aura pour objet de permettre la passation et la signature du marché public de prestations d'assurance composé des contrats suivants: assurance dommage aux biens, assurance responsabilité, assurance des véhicules, assurance de la protection juridique des collectivités et de la protection fonctionnelle des agents et des élus, assurance des prestations statutaires. La durée du marché public susvisé est portée à 5 années, couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Suivant les termes de la convention constitutive du groupement, soumise au vote préalable des deux assemblées délibérantes, donc la ville de Lys-les-Lannoy et le CCS, la ville de Lys-les-Lannoy sera le rôle de coordonnateur dans la passation du marché public. La convention constitutive du groupement de commandes est jointe à la délibération, c'est l'annexe 1 que vous devez avoir normalement. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention, de décider de l'adhésion de la ville, d'inscrire les dépenses y afférentes et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention. Est-ce qu'il y a des questions se rapportant à cette délibération ? Non. Donc on peut passer au vote. Qui est contre ? Qui est pour ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Donc je continue. Je vais maintenant vous présenter une délibération qui est un peu la suite de la précédente. C'est une délibération concernant l'appel d'offres de prestations d'assurance, dont les prestations ont été détaillées juste avant, donc je ne vais pas vous les réexposer. Un MAPA a désigné le cabinet Risque Conseil comme AMO pour le diagnostic technique et l'élaboration du DCE, le suivi et l'analyse des offres concernant ce marché d'appel d'offres. Le montant prévisionnel annuel du marché public est de 122 000 €. La durée du marché public portée à 5 années fait qu'on atteint un montant prévisionnel estimé à 610 000 € hors taxe. Il est donc nécessaire de recourir à un marché d'appel d'offres ouvert européen. La présente délibération permet le lancement, le suivi et la signature des pièces du dit marché. On demande donc au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à lancer le marché, à signer avec le titulaire retenu et d'inscrire les dépenses au budget de la commune. Y a-t-il des questions ? Toujours pas. On peut donc passer au vote. Qui est contre ? Qui est pour ? Qui s'abstient ? Donc, délibération suivante. C'est une délibération qui permet de demander l'avis au conseil municipal sur les projets de modification des 11 PLU de la métropole européenne de Lille. Donc le 18 décembre 2020, le conseil métropolitain a décidé d'engager une révision générale du plan local d'urbanisme. Lors de ce conseil, les élus métropolitains ont également décidé de lancer une procédure de modification du PLU 2 et des 10 PLU qui couvrent les communes nouvellement intégrées à la MEL. Cette procédure permet à court terme de répondre aux besoins métropolitains et communaux en ajustant les PLU. Il s'agit également de finaliser les PLU approuvés en décembre 2019 et de corriger différentes règles et orientations d'aménagement, ajustements souhaités pour sécuriser l'instruction des autorisations d'urbanisme. Par ailleurs, certaines orientations, notamment celles traitant des enjeux environnementaux, pourront intégrer le plan climat, air, énergie territoriale approuvé en février 2021.
Donc après une phase de concertation préalable, le Conseil métropolitain a tiré le bilan le 23 avril dernier. Les conseils municipaux sont saisis pour avis sur le projet de modification. Donc après avis des conseils municipaux, il y aura une enquête publique unique sur le second trimestre 2021. Donc la présente délibération permet de recueillir l'avis du conseil municipal sur le projet de modification. On nous demande donc de donner notre avis, et cet avis peut être un avis favorable, donc c'est-à-dire le plus sans modification, un avis favorable avec ajustement, un avis défavorable. Est-ce qu'il y a des questions sur ces modifications? Monsieur Medji. Bien, bonsoir à tous. Monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, lors du mandat précédent, la ville de Issy-la-Noye et Lamel ont délibéré plusieurs fois au sujet de l'urbanisme. Il est sûr que des avancées ont été apportées. Or, il est nécessaire pour la majorité municipale de modifier certaines choses. Premièrement, vu le contexte de la commune, à savoir l'absence de moyens de transport en commun lourds, une RD 700 saturée et au vu de l'absence d'investissement de la MEL concernant les transports en direction de la commune pour relier Villeneuve d'Ascq, mais aussi par l'artificialisation trop importante des sols de notre commune, sans oublier le contexte économique très fragile. Et enfin, pour préserver la dimension humaine de la commune, nous demandons la baisse générale des droits à construire sur notre commune, ainsi qu'une diminution des hauteurs des éventuelles futures constructions. Notre groupe votera le projet du PLU avec réserve. Y a-t-il d'autres interventions? Est-ce que tout le monde est d'accord sur ce sujet? Je tiens à préciser que même s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas forcément, on ne votera pas un avis défavorable, parce que l'avis défavorable d'une seule commune peut bloquer le processus métropolitain pour tous. Ça peut bloquer les choses pendant des années et des années, et c'est pas forcément, je pense, la volonté de chacun, ça ne l'est même, je pense, de personne. Voilà, donc je te laisse gérer le vote. Donc on va passer au vote. Qui est pour un avis favorable avec ajustement? Qui est pour un avis défavorable? Qui est pour un avis favorable? Est-ce qu'il y a une personne qui ne se prononce pas? Je ne pense pas. Est-ce que tout le monde a levé la main? Donc le conseil municipal donne un avis donc favorable sur la modification donc du PLU avec ajustement à l'unanimité. Parfait, merci beaucoup. Une unanimité permet aussi à la métropole de prendre en compte les remarques. Donc c'est bien, je pense qu'on a tous le même constat. Donc la parole est à Nathalie Pastor-Top pour l'adhésion au Conseil en énergie partagée. Bonsoir à tous et à tous. Alors donc, depuis la loi Elan et son décret du 23 juillet 2019, l'État impose aux établissements d'une surface supérieure à 1000 m² de réaliser des économies d'énergie, avec comme projection réduire de 16% les consommations d'énergie du territoire, multiplier par 3 la production d'énergie renouvelable d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050. Dotés d'un patrimoine tertiaire important, les communes sont donc dans l'obligation de réduire leur facture énergétique ainsi que leur empreinte carbone. Avec un coût moyen estimé à 49 € par habitant, la facture énergique représente en moyenne 5% de leur budget de fonctionnement. Fort de son expérience et en réponse à ces enjeux climatiques, par le biais d'un appui technique et financier, la MEL met à disposition des communes de moins de 15 000 habitants
un service de conseil en économie partagée, CEP, à compter du 1er juin 2021, et ceci pour une durée de 3 ans. Ces conseillers ont pour mission d'aider et d'accompagner les communes dans l'établissement d'un diagnostic, rechercher en fait les bâtiments énergivores, la définition et la mise en œuvre d'un programme d'action pluriannuel, réduire les consommations tout en améliorant le confort, en s'appuyant en fait sur les 5 enjeux du PCAET, mise en réseau des élus engagés dans cette démarche, concertation et échange en réseau métropolitain. La participation financière est calculée en fonction du nombre d'habitants et s'élève à 1 euro par habitant, soit pour notre commune de 13 566 €, et sera révisée chaque année en cas de variation de plus ou moins 10% des coûts annuels constatés. Après examen en commission de travaux, sécurité, développement durable, politique de la ville, handicap, transport, il est proposé au conseil municipal d'adhérer au service du conseil en énergie partagée, d'imputer les dépenses correspondantes sur les crédits ouverts dans la limite des crédits votés au budget, d'autoriser Monsieur le maire à signer avec les métropoles européennes de Lille la convention de mise à disposition du service de conseil en économie partagée. Y a-t-il des questions ? Peut-être une précision. Ça nous permettra de monter des projets d'ampleur sans avoir recours à des AMO qui sont souvent bien payés avec des résultats qui ne sont pas toujours au rendez-vous. Je regarde Gaëtan. Je pense qu'on a, il y a des moments où on a bien fait de ne pas souscrire certains contrats parce qu'on a vu que ça allait mal être engagé. Donc, et là, ça nous permettra, pour le chantier emblématique qui est dans le programme municipal et qui tient, je suis certain, à cœur à chacun, c'est la rénovation thermique de l'école élémentaire Paul Bert, où là, on aura besoin de cette expérience pour une telle école, qui est l'une des plus grandes écoles du département. Merci. Je te laisse procéder au vote. Donc on peut peut-être passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Je vous remercie. Délibération adoptée à l'unanimité. Madame Cesse, pour un dossier CAF. Merci. Bonjour. Donc la délibération CAF a pour objet la signature d'une convention d'objectifs et de financement qui s'appelle la Convention territoriale globale, qui a pour objet d'être signée donc entre la Caisse d'allocation familiale du Nord et la ville de l'Issy-la-Noix. Donc nous avions actuellement et déjà depuis un certain nombre d'années un contrat qui s'appelait contrat enfance jeunesse, et donc le dernier en date a été en activité de 2016 à 2020. Il est donc arrivé à expiration, donc fin 2020, et la CAF nous propose, de toute façon même nous impose, un nouveau dispositif qui s'appelle la Convention territoriale globale pour les années 2021 à 2023. Donc il y aura d'abord un travail de diagnostic approfondi qui va être réalisé en concours avec la Caisse d'allocation familiale afin d'identifier précisément les champs d'intervention conjoints. Actuellement, Monsieur le maire donc souhaite maintenir les différents axes existants, c'est-à-dire l'offre qui est liée à la petite enfance et à l'enfance jeunesse, mais également de construire une démarche partenariale sur la durée au service des familles, dans le cadre du développement de l'offre petite enfance, de l'enfance jeunesse, mais également du logement et la lutte contre l'insalubrité plus précisément. Les financements qui sont octroyés par la Caisse d'allocation familiale feront donc l'objet de conventions d'objectifs et de financement. Et c'est pour cela que nous vous demandons d'autoriser Monsieur le maire à signer cette convention territoriale globale et tous les documents s'y rapportant, avec la Caisse d'allocation familiale pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 afin de nous permettre d'obtenir ce financement. Y a-t-il des questions ? Comme le précisait Madame Cesse, et pour faire aussi un petit rappel de certains débats ici, il n'y a pas qu'avec l'État que je suis un agitateur de questions.
c'est également avec la CAF. Maintenant, on a décidé de travailler avec le CCAS pour cette question d'insalubrité et de décence dans les logements, qui est aussi un programme de la CAF dans lequel la ville est présente depuis un certain temps, et c'est l'occasion de tout centraliser et de tout fixer dans le marbre pour que la CAF puisse croiser aussi ces données, parce que les directions de la CAF, c'est Astérix dans les 12 travaux. Tant de comprendre chaque bureau, chaque direction, c'est assez complexe. Enfin, c'est épique même, c'est pour ça que j'en rigole. Voilà, Marie-France. Même eux, ils ne s'y retrouvent pas. Merci, on est d'accord. C'est l'État, l'administration française et la CAF, c'est encore certes un mystère. Y a-t-il donc des remarques par rapport à ça? S'il n'y a pas de remarques, je vous propose donc de passer au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Délibération adoptée à l'unanimité. Comme il n'y a plus de délibération, je me dois en vertu de la législation de vous informer qu'au secrétariat général, il y a un crack donc, sur l'AMIE ainsi que le recueil des décisions du maire prises depuis le 1er mars jusqu'au 30 avril. Il me reste donc à vous souhaiter une bonne soirée et de bonnes vacances et profitez-en pour vous reposer. Je vous remercie.